Les gars, salut, c'est Michou. Ok, super impro, super introduction de vidéo. N'hésitez pas à booster cette vidéo sur smartphone et tablette. Vous avez un bouton pour booster la vidéo. Apparemment, si je veux devenir une star de YouTube, il faut que vous, cher public, vous lâchiez votre boost sur cette vidéo. Pourquoi cette vidéo? Parce qu'on va se régaler. On va regarder 25 minutes de François Hollande et on va lui insulter ses grands morts. On va être en mode ouais, François Hollande, fossoyeur de la gauche. Je vais m'énerver, je vais être là en mode genre Hollande, si je t'attrape. Ça va être du grand divertissement. Ça va être du grand divertissement et ça va être extrêmement intelligent aussi. Hein, voilà. Je vais analyser avec finesse les différentes dynamiques au sein du PS. Saviez-vous que Boris Vallaud ainsi que son équipe ont quitté la direction du Parti Socialiste, mettant fin au rêve chimérique d'Olivier Faure, qui était d'ailleurs ce matin sur France Info, de participer à la primaire de la gauche qui se casse la gueule. Ça va être à la fois extrêmement intelligent et en même temps du grand divertissement, puisque bon, voilà, on va insulter François Hollande goulûment, hein, n'est-ce pas? Le fossoyeur de la gauche. Donc si vous regardez ça, la team YouTube, faut booster, hein. J'en parlais avec le chat juste avant, ils m'ont dit mais pourquoi faut booster les vidéos, Ribo? Je ne sais pas ce que c'est qu'un boost, mais vous le savez peut-être. Donc si vous regardez ça sur smartphone ou tablette, lâchez votre boost. C'est bon, je l'ai bien fait le chat. C'est ça qu'il fallait que je fasse. Elle est bien mon intro? Vous validez? Vous validez ou pas? J'improvise. Hein. Oui, vous validez? Il faut aussi like et partager. Ouais, mais booster surtout. Là, on est sur le boost aujourd'hui. Bon, bref, en tout cas, François Hollande, booster la team exactement. Sinon, on peut faire ça. Vous écrivez dans le chat. Dès que je fais mon intro YouTube, le chat, vous écrivez booster la team. Team YouTube, n'hésitez pas à booster. Voilà. Ça va grave booster. Voilà, l'ère du boost. Exactement. C'est pas clair? Si. Boostez-moi ça. Voilà. Bon, bref, en tout cas, on va regarder. Cette intro était extrêmement bordélique. Mais on va regarder François Hollande qui était à Dimanche en politique. Bah, du coup, c'était hier, hein, c'était dimanche. Sur France TV, François Hollande enterre Olivier Faure et la primaire de la gauche. François Hollande dévoile un peu ses ambitions présidentielles. Et même, je trouve que vraiment, au premier degré, François Hollande, c'est un peu du divertissement, les réacts François Hollande, parce qu'on le déteste, premièrement. Je ne sais pas ce que et je trouve que c'est vraiment intéressant de regarder un peu ce que François Hollande a à dire, parce que ça reste un personnage central, malgré tout, au sein du Parti Socialiste. Et parfois, il a tendance à dire tout haut ce que le PS pense tout bas. Donc, je trouve ça assez intéressant. On va regarder ça bien tranquillement. Et oui, la team YouTube, venez en live aussi. Mais boostez, voilà. Si vous avez le choix entre booster la vidéo et venir directement sur Twitch regarder en live, je vous incite plutôt à booster cette vidéo. J'ai appris que ça existait, donc boostez-moi ça, ouais, super. Merci Nougat, etc. pour le Prime. Merci beaucoup. Bon, allez, c'est parti. Le Parti Socialiste a publié cette semaine une bon. première mouture de son programme économique pour 2027, avec un SMIC à 1690 € net par mois, une taxe Zuckman de 2% sur les patrimoines des fortunes de plus de 100 millions, un impôt sur les grandes successions. Est-ce que sur ces grandes lignes, vous partagez ces choix? Oui, c'est une ébauche, parce que ce sera à Il faut l'améliorer. Oui, je pense que c'est nécessaire. Pourquoi il faut l'améliorer sur quoi? Il ne faut pas se contenter de mesures faciles. Chacun souhaite effectivement que le SMIC puisse être relevé, mais enfin... Comment faire confiance à François Hollande quand il parle du fond et du programme du Parti Socialiste? Rappel, hein, François Hollande s'est fait élire sur un meeting où il a dit « Mon ennemi, c'est la finance. Il faut s'attaquer à la finance. Je suis de gauche, je suis très très de gauche. On va tout changer en France, car nous sommes la gauche. » Au final, il a rien fait, il a mis Macron ministre de l'économie, là, vraiment. Surtout quand il dit... il a fait campagne en étant de gauche économiquement, vous voyez, il a pas fait en mode bon, moi je suis lucide quant au capitalisme, donc on va être bien libéraux quand même, mais on sera un peu progressiste. Ça, c'est Macron qui disait ça pour le coup. Non, il a vraiment fait campagne comme étant de gauche économiquement, à dire moi il faut définanciariser l'économie, tatati tatata, patati patata. Il a dit mon adversaire c'est la finance, oui, certes. Il a pas dit mon ennemi. Bon, ça revient à peu près au même, quoi. Et donc là, ça parle du fond. Donc là, ça y est, le PS commence à parler d'un programme. Ils veulent démarchandiser la société. Ils sont pour la démarchandisation. Moi, je suis pour la démarchandisation. Effectivement, quand on est de gauche, c'est censé être un grand principe cardinal de la gauche. Il faut en sortir un maximum de secteurs économiques des griffes du marché, parce qu'à partir du moment où certaines choses qui sont pourtant vitales pour nos autres Français et nos autres travailleurs, et ben à partir du moment où il y a des logiques de rentabilité par-dessus, des logiques d'investissement privé, etc., ben ça pue la merde. Donc il faut sortir des griffes du marché, tout un tas de pans de l'économie, parce que c'est des trucs qui sont utiles pour vivre, qui sont vitaux même quasiment. Vous voyez ? Donc eux, ils font campagne comme ça, en disant la démarchandisation, en étant résolument de gauche finalement. Mais quand c'est François Hollande qui parle de ça, de dire on devrait mettre ci dans notre programme, faire ça, pourquoi tu l'as pas fait quand tu étais président, gros bouffon? Pourquoi tu l'as pas fait quand tu étais président? Il est con ou quoi celui-là? Comment on peut l'écouter en se disant ah oui, bah effectivement, il faut faire un vrai programme de gauche. On sait très bien que quand il a eu l'occasion de gouverner à gauche, il l'a pas fait. Quelle crédibilité il a ce gars-là maintenant? Il en a absolument aucune. Sachant qu'en plus, il avait majorité absolue à l'Assemblée nationale, la majorité au Sénat,
Et il avait l'Élysée, il était président. Il a rien fait. Il gouvernait à droite. Donc c'est bon, là. Vas-y, parle, mais on va pas t'écouter, mon gars. Il y a des entreprises qui sont concernées. Chacun souhaite qu'il y ait une imposition sur les grandes fortunes, mais ce n'est pas suffisant pour analyser ce qui se produit aujourd'hui, d'abord à l'échelle internationale. Donc la copie est à revoir. Oui, enfin, l'État a vraisemblablement beaucoup amélioré. Et c'est d'ailleurs tout le sens qu'il faut faire. Quelle est l'étape nécessaire aujourd'hui ? Ce n'est pas la désignation d'un candidat. L'étape nécessaire, on va y venir très vite. On va y venir, bien sûr. Il faut bien qu'il y ait un candidat ou une candidate à la fin. Mais c'est quand même, justement, les propositions qu'il faut donner aux Français. Et je vais vous dire mon expérience. Mon expérience, c'est pas d'accumuler des propositions. C'est pas de faire 60, 110 propositions. 110, c'était François Mitterrand. Mais 80, 60, c'était moi en 2012. Il y en a eu beaucoup de réalisés. Et beaucoup ont été réalisés. Non mais ça va 5 minutes, lui. Il est là, moi, genre, quand même, hein, vous avez bien été fidèle à votre programme, monsieur Hollande. On critique. Mais c'était pas si mal, hein. Vous êtes bien débrouillé, monsieur. Le suceur. Oh, le premier de la classe. Il est en mode, monsieur, il triche derrière moi, il a voulu copier sur moi, monsieur. Ah, ça va? Pas si mauvais, votre bilan, monsieur Hollande. Si, votre bilan est mauvais. Votre bilan, c'est Emmanuel Macron. Monsieur l'homme de gauche a tué la gauche en mettant Macron président. Enfin, Macron ministre de l'économie. Enfin, voilà, il a été la rampe de lancement du macronisme. Il est en mode genre, c'était pas si mal, hein, quand même. Non, c'était de la merde. Hollande, c'était de la merde. Tous les Français de gauche sont d'accord pour dire qu'Hollande, c'était de la merde et qu'il a pas gouverné à gauche. Il y a que lui qui pour dire, bah non, il était pas mal votre mandat. Non, il était pourri son mandat. Voilà. Sur les 110. Là, bien sûr, et heureusement, là, il faut aller sur les enjeux fondamentaux. Les enjeux fondamentaux, c'est d'abord ce qui se passe dans le monde. Les enjeux fondamentaux, c'est l'énergie, notre décarbonation. Les enjeux fondamentaux, c'est aussi l'éducation et la santé. Le reste, on verra les modalités, mais il faut aller à l'essentiel pour les Français. Et les retraites. Parce que le programme prévoit aussi d'abroger la réforme Borne qui porte la retraite à 64 ans pour revenir à 62 ans. Okay. Mais le nouveau Front populaire disait 60 ans. Vous étiez candidat Nouveau Populaire la dernière fois. Non, j'ai jamais dit 60 ans, non, mais c'était pas le problème. Non, j'ai menti. Moi, j'ai jamais dit 60 ans. Mais c'était quand même candidat Front Populaire. Donc il a été élu sur un programme où il a dit non, moi j'étais pas pour ce programme. Moi j'étais juste là pour revenir à l'Assemblée nationale. Moi j'aime bien être député. C'est super agréable, ça me manquait un peu. Hein. Oh là là. Le programme du nouveau Front populaire, c'était de dire qu'il fallait, et c'était ma position, suspendre la réforme Borne. Et c'est ce qui s'est produit. Elle a été suspendue. Il faut revenir à 62 ans. Non, je pense qu'aujourd'hui, la réforme a été suspendue. Elle n'a pas été suspendue, la réforme. Oh là là. La réforme, elle a été semi-suspendue. Alors rappelle, ce fameux truc de la réforme a été suspendue. C'est l'élément de langage du Parti Socialiste où ils se sont dit victoire, on ne censure pas le cornu parce que grâce à nous, on est productifs, nous. Nous, on n'est pas juste dégueulards, on n'est pas juste là pour bordéliser l'Assemblée. Nous, le Parti Socialiste, gauche de gouvernement, nous, on est des gens sérieux. Et donc, grâce à notre sérieux et à notre esprit du compromis, grâce à notre grand esprit parlementaire, on a suspendu la réforme des retraites. Victoire, alors qu'ils ont décalé l'application de la réforme des retraites. Ça veut dire qu'il y a les Français nés en 62, 63 et 64 qui ont gagné entre 3 et 6 mois de cotisation. Bravo, quelle victoire. Même Macron a dit que c'était pas une suspension. Parce que du coup, les journalistes ont fait « Monsieur Macron, vous avez suspendu la réforme des retraites, mais c'était une grande victoire de votre quinquennat, vous disiez. » Et Macron, il a répondu « Non, on l'a pas suspendu. Je vous laisserai pas dire ça. On a juste décalé son application dans le temps. On les a bien roulés dans la farine, le PS. Elle n'est pas suspendue, la réforme. Vous inquiétez pas, vous allez travailler plus pour la nation. » Ok. Hein. Et lui, il arrive en mode on a suspendu la réforme des retraites, tout le Parti Socialiste. Vous avez rien fait du tout. C'est quoi ton programme pour les retraites? Hollande, juste réponds-nous. C'est quoi ton programme pour les retraites? Dis-nous. Ont maintenant un âge pivot qui est de 63 ans. C'est faux. C'était ce qui était inscrit et c'est ce qui a été mis à l'arrêt. C'est faux. Au lendemain de 2027, selon Moi, je suis né après 1965, ou je sais plus exactement. Mon âge pivot, ça sera 64 ans, de quoi il parle. Les résultats que l'on aura des déficits prévisionnels des régimes de retraite. Une nouvelle négociation devra s'ouvrir avec les partenaires sociaux. Pour suspendre Non, pour savoir ce que l'on fait maintenant à partir... Et vous, ce serait quoi le but? Ce serait quoi le meilleur? Le but, c'est à partir franchement, comment il rame? Ils m'ont dit genre, alors, vous voulez quoi, vous, pour les retraites? Il est en mode genre, le PS a suspendu la réforme des retraites à 64 ans. L'âge pivot est maintenant à 63,7 ans. Grande victoire.
On verra avec les partenaires sociaux ce qu'on fera. Notre système est déficitaire. Mais c'est quoi ton programme, abruti? Ou même pas juste ton programme. Mais c'est quoi dans l'idée ce que t'aimerais? Retourner à 62 ans? Augmenter les cotisations sociales pour ceux qui peuvent se le permettre? Plafonner les retraites pour les retraités très aisés? Dis-nous, avance des idées, avance un truc. Ou juste faire le mec sérieux avec tes lunettes là. Enfin, des lunettes, on s'en fout. Avec ta cravate et ton petit look de premier de la classe. Là. Qui existe aujourd'hui, 63 ans, de voir comment on peut pérenniser le financement des régimes de retraite avec une règle que j'avais d'ailleurs introduite au moment de la réforme que j'avais faite des régimes de retraite, c'était la durée de cotisation. C'est la durée de cotisation qui permet d'acquérir les conditions pour partir à la retraite. Donc pas d'âge pivot aussi quand même, on garde un âge. Il faut garder l'âge pivot tel qu'il est, mais il faut avoir cette durée de cotisation. Je prends en compte aussi la pénibilité de certains métiers, c'est ce qui avait été fait, et ce qui permet d'avoir une certaine justice. Mais est-ce que pour vous, le retour à 62 ans est un objectif? Non. L'objectif, c'est clair comme ça. Non. L'objectif, c'est de travailler plus, car les Français vieillissent. Bon, c'est clair. Hein. Il tourne autour du pot pour au final annoncer un truc de merde. Je comprends pas. Parce qu'à la limite qu'il essaye de noyer le poisson, où il dit non, oui, si, on l'abrogera, mais on verra avec les partenaires sociaux. Non, c'est même pas. Il tourne autour du pot pour au final dire je suis de droite, quoi. Non, mais sérieux. Pérenniser le régime des retraites. C'est ça que je voulais savoir. On parle de la crise au Parti Socialiste. Boris Vallaud et 21 membres de la direction du parti ont démissionné L'objectif, c'est d'augmenter les durées de cotisation pour que le système des retraites soit à l'équilibre. Mais c'est ce que fait la droite, en fait. C'est ce qu'a fait Macron avec sa réforme. Je comprends pas, en fait. Rappelle que Hollande pense que le chemin vers une victoire de la gauche, c'est quand même lui ou peut-être Raphaël Glucksmann, quoi. Et sur un truc aussi évident que la réforme des retraites, même il aurait pu être un peu mou du sgeg, dire oui, on retournera à 62 ans et on verra avec les partenaires sociaux comment financer les retraites. On va y arriver. Même ça, il le fait pas. Il arrive, il est en mode genre... la retraite sera, on verra, 64 ans, on vieillit. Il parle comme Macron, encore une fois. Oh, c'est grave, hein. C'est grave. Hein. Rappelle que ceux qui se proclament de la gauche non mélenchoniste, à la fin, ça va être ça, plus ou moins, leur candidat. Hein. Bureau, reprochant à Olivier Faure de ne pas les avoir écoutés, de vouloir une primaire pour la présidentielle alors qu'ils sont contre, ou aussi de ne pas avoir tranché avec la France Insoumise lors des municipales. Bref, le feu couvait depuis plusieurs mois. Est-ce que vous comprenez la décision de Boris Vallaud? Oui, il y a toujours dans des partis, à un moment, des crispations. Qu'est-ce qui est important dans... Est-ce que vous comprenez la décision de Boris Vallaud? Oui, la décision de Boris Vallaud, c'était qu'il ne veut pas du système des primaires que souhaite Olivier Faure. Donc c'est normal qu'il démissionne? Enfin, il était à la direction, il ne démissionne pas du Parti Socialiste, il démissionne des organes de direction. Oui. Donc, petit rappel sur le rapport de force un peu qu'il y a au sein du PS. Il y avait 3 plateformes lors de du dernier congrès du PS. Donc 3 lignes politiques, en gros, au PS. Il y avait la plateforme d'Olivier Faure, qui a fini par gagner, qu'on pourrait considérer comme aile gauche du PS, ou en tout cas aile unioniste du PS, c'est pas vraiment clair. T'avais la plateforme de Nicolas Meyer-Rossignol, qu'on pourrait considérer comme l'aile droite, Nicolas Meyer-Rossignol, maire de Rouen, et lui qui est plus sur la ligne François Hollande, en mode l'union, non, on s'en bat les couilles, on va pas commencer à faire l'union avec je sais pas qui, on aura un candidat PS, etc., etc. Pourquoi je parle que de la présidentielle? Parce qu'en fait, les plateformes, ça se jouait pas mal à ce niveau-là. C'était pas des grandes différences de fond, des grandes différences programmatiques ou que sais-je, c'était surtout par rapport à l'union, quoi. En gros, c'était ça, les 3 plateformes. Et t'avais une 3e plateforme minoritaire qui était la plateforme de Boris Vallaud. Boris Vallaud, lui, voulait une 3e voie entre Olivier Faure et Nicolas Meyer-Rossignol. C'était pas clair, mais en tout cas, lui, il est pas pour une primaire, Boris Vallaud. Voilà. Et donc, du coup, Boris Vallaud, il était un peu le faiseur de roi dans cette histoire. Au sens où c'était à peu près quasiment... C'était très partagé entre Olivier Faure d'un côté et Nicolas Meyer-Rossignol de l'autre. Et entre les deux, il y avait Boris Vallaud qui, avec ses quelques pourcentages d'intention de vote lors de la primaire, du congrès du PS, voilà, c'est du 40-40-20, en gros. Et donc, du coup, Boris Vallaud, s'il décidait de soutenir la plateforme d'Olivier Faure, ça faisait gagner Faure. S'il décidait de soutenir la plateforme de Nicolas Meyer-Rossignol, plus l'aile droite, ça faisait gagner Nicolas Meyer-Rossignol. Il était un peu dans cette position de faiseur de roi, quoi, au dernier congrès du PS. Et donc jusque-là, il y avait un espèce de statu quo bizarre où c'était pas clair, Olivier Faure tenait à peu près son parti, tout en étant sur une ligne qui était la sienne, mais pas celle de tout le parti, donc la ligne primaire de la gauche. Et donc Boris Vallaud, il avait déjà commencé un peu à avancer ses pions, il avait déjà dit « moi je veux pas faire la primaire », il était toujours à la direction du parti. Vous voyez? Et donc là, le fait qu'il démissionne totalement de la direction du Parti Socialiste avec tous ses sbires, ouais, on parle de la défection des cadres du PS, exactement, Pépita. Salut, comment ça va? Et bah du coup c'est un coup dur pour Olivier Faure parce qu'il a dit, c'est une façon de dire pour Boris Vallaud, je soutiens tellement pas Olivier Faure et son idée de primaire, je trouve tellement qu'il nous emmène droit dans le mur que je quitte la direction du PS. Donc là il fait son move, Boris Vallaud, pour dire Olivier Faure, va te faire foutre, ta ligne c'est pas la bonne. En gros c'est comme ça qu'on peut l'analyser le truc. Vous voyez?
Alors après, c'est normal, hein. Même chez eux, ils font les traîtres. Non, mais ça, c'est un rapport de force interne au parti. C'est OK de faire ça. Ils font leur move. C'est comme ça qu'un parti fonctionne parfois aussi. Il a tout à fait le droit de le faire. Je dirais presque que c'est tout à son honneur de faire ce genre de move, quoi. Mais quelle conclusion on peut avoir de ça? C'est 2 conclusions. Premièrement, c'est quand même pas très très clair la ligne du PS et ils sont pas droits dans leurs bottes et prêts dans leur lane pour la présidentielle. Donc ça, quand même, ça la fout un peu mal. Et surtout, c'est un aveu de défaite pour la ligne d'Olivier Faure, quoi. Voilà. Mais je veux dire que Boris Vallaud fasse ce move-là, il a tout à fait le droit de le faire. Et voilà, si on considère que la politique, c'est du rapport de force, on peut considérer qu'au sein d'un parti, il peut y avoir des rapports de force. Et ce genre de move-là, c'est pas forcément un aveu de faiblesse politique, vous voyez ce que je veux dire? C'est juste que c'est un peu tard de décider ce genre de grandes orientations, alors qu'on est déjà quasiment en campagne présidentielle. Le timing est un peu bizarre. Mais qu'au sein d'un parti, il y a un rapport de force qui des moves comme ça, c'est OK, il a le droit de le faire, quoi. C'est plus la question du timing par rapport au fait que LFI est d'ores et déjà en campagne, le RN est d'ores et déjà en campagne et que la présidentielle commence très très tôt cette année parce que c'est une présidentielle qui va être très importante. Voilà, c'est une vraie défaite. C'est un vrai aveu de défaite pour Olivier Faure, on va dire. C'est un vrai truc qui fragilise Olivier Faure pour de vrai. Et je trouve qu'en termes de timing, ça la fout mal pour le PS. Mais en soi, voilà, quoi, c'est un truc de rapport de force interne. C'est tout à fait normal qu'il y ait des trucs comme ça par ailleurs, quoi. Voilà. Conclusion, et cette conclusion me va tout à fait. Il n'y aura pas, que chacun le comprenne bien, il n'y aura pas de primaire pour désigner un candidat avec la gauche au-delà du Parti socialiste. Donc c'est la conséquence de la démission de Boris Vallaud. Voilà, c'est ce que je disais. La conséquence, c'est de dire que la ligne Olivier Faure, c'est foutu. Là, en interne au PS, c'est foutu. Le PS ne participera pas à passer de primaire. Si Boris Vallaud décide de démissionner, c'est bel et bien qu'ils ne participeront pas à la primaire. Donc soit le PS devrait se scinder en deux, ça va pas se passer, soit la primaire de la gauche, elle aura pas lieu. Et je pense que la primaire de la gauche aura pas lieu. Donc du coup, tous ces pseudo-unionistes, ils auront le choix entre soit rejoindre une candidature type François Ruffin, une troisième candidature qui se rajoute à la candidature PS d'un côté et la candidature LFI de l'autre, soit décider de soutenir éventuellement LFI ou soutenir éventuellement le PS Place Publique en faisant un accord typiquement pour que les prochaines législatives, un accord satisfaisant pour eux, quoi. Voilà, donc à voir comment tout ça va se décanter. Mais effectivement, je suis d'accord avec François Hollande sur ce coup-là. Cette démission, cette défection de Boris Vallaud signe la fin de cette primaire, quoi. Voilà. Et François Ruffin, Clémentine Autain, tous ceux qui voulaient faire cette primaire, c'est fini, que chacun le comprenne bien. Il a raison. Merci Drakeos pour le raid, merci beaucoup pour le raid avec tes 172 viewers. Installez-vous, on est en train de react François Hollande. Voilà. Ah, Hollande, horreur. Mais non, c'est intéressant. Puis on rigole bien, on se fout un peu de sa gueule, tout ça. Voilà, donc François Hollande a dit mot pour mot, il n'y aura pas de primaire, arrêtez avec cette connerie. Et là-dessus, on peut être que d'accord avec lui. Hein. Là-dessus, je pense qu'il a la bonne analyse. Et c'est ce que je disais. Ce qui est intéressant avec François Hollande, c'est qu'il dit souvent tout haut ce que le PS et cet espace politique pensent tout bas, quoi. Donc, ok, très bien, monsieur l'ancien président, je suis d'accord avec vous, monsieur. Là, vient en donner finalement toute la vérité. Et ça vous va? Ah putain, oui, il est chiant ce lecteur là, ça fait le truc comme ça là. Parce que je considère que ce qu'il faut porter, c'est une candidature de l'espace socialiste, social-démocrate. Il y a suffisamment de noms, vous les connaissez, Bernard Cazeneuve, Raphaël Glucksmann. C'est le problème des personnes existent, mais il faut donc s'associer à toutes les formations politiques qui pensent finalement la social-démocratie dans ce qu'elle doit avoir comme renouveau, mais qui pensent qu'une gauche doit d'abord prendre en compte la réalité et la transformation d'un pays qui est aujourd'hui en souffrance. Mais c'est ce que disent aussi les défenseurs de la primaire. Non, la primaire, comme vous n'avez pas le même programme... ils ont des programmes aussi, ils ont des propositions. Ce n'est pas le même. Oui. Ah non, ce n'est pas le même. Ce n'est pas le même. Quelle utilité pour le Parti socialiste? Lui, ce qu'il appelle l'espace social-démocrate, c'est l'espace centre-gauche, quoi. C'est l'espace que Glucksmann essaye de remplir. C'est l'espace que François Hollande va essayer de remplir aussi, probablement. C'est à mi-chemin entre l'électorat qui reste à peu près au PS, la gauche qui serre les fesses, ultra molle, qui ne réfléchit que en termes de il faut éviter Bardella, mais qui ne réfléchissent pas en termes de fond. Et surtout, une bonne partie des anciens électeurs macronistes en désuétude qui pourraient retourner au bercail socialiste, typiquement. Vous voyez non, Vallaud et Faure, ce matin, j'aurais pas le temps de regarder. Mais du coup, j'ai vu un peu ce qu'il disait. Faure, c'est inaudible. Et Boris Vallaud, il veut pas d'une primaire, en gros, quoi. Voilà. Mais cet espace, on va dire, aile gauche du macronisme, aile droite de la gauche française, je sais pas vraiment comment la décrire, bah, il veut faire campagne là-dedans, dans cet espace-là. Quel est l'intérêt pour le Parti Socialiste, pour François Hollande ou pour n'importe qui voudrait faire campagne dans cet espace-là, de faire une primaire de la gauche avec toute la gauche? Ils s'en battent les couilles. 8 candidats au PS et alliés rôdent tous les 10. Non, mais ils vont se décider entre eux qui sera le candidat final, quoi. Mais effectivement, ils savent dans quel espace politique ils vont faire campagne. Et cet espace politique ne se recoupe pas avec l'espace politique de LFI, par exemple. Donc faire une primaire de toute la gauche, ça n'a pas de sens pour eux. Ils n'ont aucun intérêt à faire une primaire de la gauche.
Ils se disent, bah nous on y va. Et puis les unionistes, soit ils sont voués à disparaître, écartelés, noistés entre le PS d'un côté et les filles de l'autre, soit ils vont nous rejoindre et puis très bien, quoi. Vous voyez ? Donc effectivement, ils ont aucun intérêt à faire une primaire. Ils savent déjà dans quel espace politique ils veulent faire campagne. Et c'est pas l'espace politique de la gauche, c'est l'espace politique un peu macrono-socialiste, quoi. Voilà. Ils enverront pas Cazeneuve qui fera 1%, je pense pas. Mais ça sera cette ligne politique-là quand même, quoi. Voilà. Alors attendez, je vais essayer de retrouver mon... Oula. De retrouver mon sein graphique à moi. Il dit justement, mettons-le en débat. Ben non, faut commencer par le programme dans la vie. Hein. Si vous êtes d'accord sur le programme, après vous pouvez choisir votre candidat. Quand moi j'avais été désigné en 2011 pour l'élection présidentielle de 2012, c'était au sein du Parti Socialiste, nous avions le même programme, et les électrices et les électeurs qui sont venus voter pour la primaire, et c'est pas forcément un mauvais système, on dit, voilà, nous allons prendre celui-ci parce qu'il nous permet d'avoir la garantie de gagner. Si j'entends bien ce que vous dites, une primaire du PS, ça serait jouable. Oui, une primaire du PS, alors ça peut être comme ça avait été fait pour ce qui me concerne. Avant 2007, ça avait été réalisé pour la désignation de Ségolène Royal. Oui. Tout ça est possible, mais dès lors que vous avez le même programme, vous pouvez élargir une primaire du PS à des partenaires qui ont le même programme. Quand vous n'avez pas le même programme, vaut mieux... Par exemple, aujourd'hui, une primaire, ça pourrait aller de qui? Alors, il n'a pas vraiment dit son programme. Hein. C'est ça le truc. Après, il a raison, au sens où si tu veux faire une primaire, il faut déjà s'accorder sur un programme. Donc plutôt que programme, je dirais espace politique. C'est plus une question des espaces politiques que de programme, parce qu'ils n'ont pas de programme réellement, quoi. C'est pas très très clair, quoi. Mais alors, mon fameux sein graphique, c'est le truc que j'avais fait à... Regardez, c'était il y a longtemps, c'est quand j'avais les cheveux longs encore. C'est quand j'habitais dans le sous-sol de chez ma daronne, que je venais de quitter mon taf pour me lancer sur Twitch. Tout ça. J'avais fait ce truc, c'était le soir, enfin le lendemain du résultat des législatives. C'était juste après les législatives 2024, j'avais fait ça comme ça vite fait à l'arrache sur Paint, quoi. En disant, il y a 4 espaces politiques dans lesquels faire campagne en ce moment. Avec possiblement des alliances entre les différents espaces politiques qui pourraient permettre de dégager une majorité. Vous voyez ? Maintenant, c'est plus vraie gauche et FAF. Non, mais là, en gros, vraie gauche, c'est LFI, les sauces libres. Alors, si vous voulez mettre des noms dessus. Je ne sais pas ce que c'est que le noms dessus. Oh, merci à vos Résignaux pour les 50 €. Énorme, c'est bien ça. Merci beaucoup pour les 50 balles. Let's go. N'hésitez pas, s'il y en a d'autres qui veulent donner 50 balles aussi, vous pouvez le faire sur Stream Elements maintenant. Ça permet de contourner la taxe Bezos, n'est-ce pas ? Trop bien, merci beaucoup. Bref, maintenant, là, en gros, vraie gauche, c'est LFI, quoi. En termes de candidats potentiels à la présidentielle, là, c'est Jean-Luc Mélenchon. Là, ça serait Glucksmann ou François Hollande. Vous voyez ? Droite a été mangée par les FAF. Non. Là, ça serait Édouard Philippe, qui risque fort d'être candidat, ou peut-être Gabriel Attal, vous voyez ? Et FAF, c'est Bardella, quoi. Voilà. Les FAF, ils ont mangé LR, à la limite. Vous voyez ? Droite, c'est pas LR. Hein. Là, c'est plus les macronistes, en réalité. Voilà. Mais le truc, c'est que les macronistes actuels, c'est à peu près cet espace-là. Je ne sais pas ce que c'est que super profit. Vous voyez ? C'est un peu le bloc central. Et cet espace-là, il peut rester scindé en un. Comme il peut ne pas rester scindé. C'est compliqué. Non, mais quand je dis Attal, il est FAF, c'est pas pour juger des idées de chacun. C'est pour dire les différents espaces politiques. Vous voyez ? Là, en gros, pour l'instant, on a une tripartition à l'Assemblée nationale parce qu'on a le bloc macroniste qui agrège au centre. NFP, ça mordait sur les sauces libres parce que le PS était dedans. Et les FAF, c'est le RN, Reconquête et LR potentiellement. Mais LR, ils sont entre les deux. On ne sait pas trop s'ils sont côté Édouard Philippe ou s'ils sont côté Bardella, quoi. Et en fait, ceux qui ne sont pas dans un de ces 4 blocs-là vont être écrasés. Vous voyez ce que je veux dire ? De la même manière que bloqués entre la vraie gauche, le bloc LFI et le bloc François Hollande, ceux qui veulent exister entre ces deux blocs, c'est les fameuses noisettes de gauche, vous voyez ? Et donc eux, ils vont pas survivre. Ceux qui essayent de se positionner entre ces deux blocs-là ne survivront pas par essence, vous voyez ? Et donc c'est pour ça que, bon, pour moi, Retailleau, il est un peu mort, parce que Retailleau, il va essayer de se positionner dans un espace qui n'existe pas. Il va être écartelé entre Bardella à sa droite et Édouard Philippe à sa gauche. Donc c'est pour ça qu'ils ne vont pas exister, vous voyez ? De la même manière que les Tondelier et compagnie, ils vont être écartelés entre d'un côté une candidature Hollande et d'un côté une candidature Mélenchon. Donc ils peuvent pas exister, ils n'ont pas d'espace politique. Les seuls espaces politiques où il y a moyen d'exister électoralement dans ce pays, c'est ces 4 blocs-là. C'est mon avis. Mais peut-être que par les dynamiques électorales, en fait, vu que pour l'instant, et c'est un peu l'état de fait qu'on a actuellement, le bloc central macroniste agrège une bonne partie des sauces libres et de la droite, en termes d'électorat, pas forcément en termes de positionnement politique, vous voyez. Si en fait l'électorat central réussit à être agrégé, et que par exemple tout ce beau monde-là se retrouve à voter principalement Édouard Philippe parce qu'il a une bonne dynamique et que Hollande pue la merde, vous voyez, typiquement, et ben là, il pourrait y avoir un candidat bloc central qui survit et qui fait un bon score. Vous voyez ? Pour moi, c'est effectivement le bloc social-libéral et le bloc droite qui sont en finale le macronisme qui s'est scindé en deux en termes d'électeurs.
voyez ? Oui, sauce libre et droite, c'est confus en ce moment. Et surtout, ça fait 10 ans que cet électorat-là vote Macron en étant agrégé dans un bloc central, quoi. Voilà, 4 ou 3 blocs, ça se joue là-dessus. Est-ce qu'on aura les 4 blocs comme prévu ? Je pense que les 4 blocs, ils existent, mais est-ce que quelqu'un réussira à agréger ces 2 blocs-là au centre ? Est-ce que Édouard Philippe peut agréger, peut prendre les sauces libres, le vote utile social-libéral avec eux ? Ou est-ce que Hollande ou Glucksmann peuvent suffisamment performer pour avoir une candidature qui est carrée ici, quoi ? Voilà. Mais est-ce qu'il y aura 4 candidats qui ont un bon score ou 3 candidats qui ont un bon score ? Mais ça va se jouer après. En tout cas, toujours, Villepin pourrait éventuellement peut-être agréger ça aussi. Je pense pas. Je pense que ça serait plus Édouard Philippe. Mais peu importe. Là, ça reste de la politique fiction. Villepin, il est où ? Villepin, il essaye de parler à ce bloc électoral. Parce que là, ce qui est compliqué, c'est qu'actuellement, avec la tripartition, les sauces libres et la droite, en fait, ils sont pas encore tout à fait là, quoi. Vous voyez, ça fait 10 ans qu'ils sont un peu agrégés. Donc un De Villepin, il essaye de faire d'agréger ce bloc-là. Édouard Philippe, il est dans le bloc de droite, mais il pourrait récupérer les sauces libres. Vous voyez ? François Hollande, justement, lui, ce qu'il essaie de faire, François Hollande, c'est être dans ce bloc-là, social-libéral, les électeurs un peu macronistes de gauche qui, du coup, vont peut-être retourner au bercail socialiste, vous voyez, mais il est en mode genre, non, on peut peut-être élargir un peu, élargir à d'autres partis. Donc lui, il veut que ce bloc sauce libre mordille sur sa droite, voire mordille aussi sur le bloc NFP, etc., le bloc vraie gauche, entre guillemets, en récupérant peut-être une partie des électeurs écolos, etc., qui vont serrer les fesses et voter utile. C'est en tout cas dans ce bloc-là qu'il veut faire campagne. Vous voyez ? Et là où les unionistes de gauche, les tondeliers, ils auraient aimé récupérer tout ça. Ils auraient aimé agréger le bloc sauce libre et le bloc gauche de rupture. Ils n'y arriveront pas. Vous voyez ? Il y en a qui voudraient agréger le bloc sauce libre avec le bloc droite. Est-ce qu'ils vont y arriver ? Peut-être. Parce que historiquement, ça fait 10 ans que ce bloc-là, il est agrégé à travers le macronisme. Vous voyez ? Et il y en a qui aimeraient la fameuse union des droites. Ils veulent agréger le bloc droite avec le bloc FAF. Vous voyez ? Et ça, est-ce que c'est encore prêt pour le faire ? Je ne sais pas. Voilà. Pour moi, la seule alliance vraiment possible, le seul bloc qui peut fusionner pour être qu'un seul vrai bloc, ça serait sauce libre et droite. Parce que c'est ce que Macron a été pendant 10 ans. Et si ce truc-là tient encore, on risque d'avoir Édouard Philippe président l'année prochaine. Vous voyez ? C'est loin d'être impossible. Et si effectivement, comme je disais dans mon graphique, le bloc macroniste se scinde en deux, ça laisse un réel espace politique pour François Hollande. Et étant donné que c'est dans cet espace politique qu'il veut évoluer, qu'est-ce qui s'en bat les couilles de faire une primaire ? Là, c'est pas son intérêt. Voilà. Mais après, pour moi, le vrai risque, entre guillemets, pour qu'il n'y ait pas de candidat de la vraie gauche, comprendre Jean-Luc Mélenchon au second tour, ça serait qu'il y ait une forme de vote utile où les électeurs potentiels du bloc social-libéral hollando-glucksmannien décident de voter, par exemple, Édouard Philippe utile pour ne pas avoir Mélenchon-Bardella au second tour. Vous voyez ? Et donc, en vrai, en tout cas, ceux qui ne se positionnent pas dans un de ces blocs sont voués à être des noisettes et à mourir, en fait. Vous voyez ? Gabriel Attal, il pourrait être totalement noiseté, on va dire, en étant sur cette ligne-là, entre d'un côté François Hollande ou Glucksmann et de l'autre côté Édouard Philippe. Vous voyez ? Retailleau, il pourrait se faire totalement niquer avec Édouard Philippe à sa gauche, Bardella à sa droite. Marine Tondelier ou Ruffin, ils pourraient se faire totalement niquer parce qu'ils ont Mélenchon à leur gauche, Hollande à leur droite. Vous voyez ? Et après, la vraie question, c'est est-ce que ces deux blocs-là peuvent décider, les électeurs de ces deux blocs-là peuvent décider de voter utile et qu'il y ait un seul candidat arrive à récupérer tous ces deux blocs. Voilà, bon, bref, tout ça pour dire que François Hollande, il est ici, il a aucun intérêt à faire une primaire de la gauche avec des gens qui veulent aussi aller là, dans la vraie gauche. Vous voyez ? Bref. C'est ce que je voulais vous dire. On reprend ? Une alliance Glucksmann-Philippe, il n'y aura pas d'alliance Glucksmann-Philippe, mais les électeurs peut-être qui potentiellement auraient été tentés par un vote Glucksmann, s'ils voient que Glucksmann il est à 5% dans les sondages et qu'Édouard Philippe il est à 16%, ils pourraient se dire je vais voter utile Édouard Philippe, parce que sans ça sera Mélenchon-Bardella au second tour, et sans ça c'est Bardella le prochain président, et je veux pas que Bardella soit président. C'est plus ça. Moi je pense qu'Édouard Philippe peut siphonner l'électorat potentiel de François Hollande pour arriver au second tour, et ça fait un peu peur. Ou alors, tout se passe comme prévu. Hollande, il fait, 10%, et du coup, Philippe, il fait que 15%, et du coup, Mélenchon est au second tour. Vous voyez ? Mais on verra. Bref, voilà. En tout cas, en réalité, en électorat potentiel, il partage beaucoup plus avec l'électorat potentiel d'Édouard Philippe, François Hollande, qu'avec l'électorat potentiel de Mélenchon. Donc, une primaire de la gauche, il s'en bat les couilles, en vérité. En termes de bloc électoral, il s'inscrit même pas tant que ça dans la gauche, quoi. Mélenchon, il ne gagnerait pas face à Bardella. Là n'est pas la question, mais beaucoup de gens pensent qu'il ne gagnerait pas face à Bardella. Et beaucoup de gens flippent leur race et donc du coup pourraient voter utile, y compris pour un Édouard Philippe, dès le premier tour, en se disant je préfère Édouard Philippe à Bardella, donc je vais voter pour lui dès le premier tour, parce que sans ça c'est Mélenchon-Bardella et c'est Bardella qui gagne. Moi je pense pas que ça soit le cas, je pense pas que Mélenchon est voué à perdre contre Bardella, mais beaucoup de gens le pensent, surtout les gens centristes. Et ces gens centristes-là pourraient voter directement Philippe. Bon bref. Qui
vous voyez, de Glucksmann, de Bernard Cazeneuve, certains écologistes, le Parti socialiste. Et ça forme un ensemble suffisamment solide et cohérent et crédible. Car pour une élection présidentielle, c'est aussi l'expérience qui est la mienne. Si vous voulez convaincre les Françaises et les Français, il faut que vous ne donniez pas le sentiment que votre programme est confus, qu'il est négociable à tout moment. Il faut que vous soyez sur des bases claires pour que les Français s'engagent. Une primaire, largement. Pas celle avec toute la gauche, mais une primaire est possible avec une primaire le PS. Ou toute autre procédure qui permet d'avoir une candidature qui ait une cohérence. En attendant, voilà, et cette cohérence dont il parle, c'est, en gros, c'est d'être là. Il faut que ça soit le bon contour, il faut que ça soit ce contour-là. Voilà. Donc on peut aller jusqu'à quelques écologistes plutôt aile droite. Voilà, Yannick Jadot vient de notre primaire, c'est bien, t'es le bienvenu. Certains autres écologistes seraient un peu moins le bienvenu, quoi. Et jusqu'où ça pourrait aller à droite? En termes de personnalité, je dirais Glucksmann, Bernard Cazeneuve, peut-être quelques déçus du macroniste qui rejoindraient Place Publique à la volée. Mais en termes d'électorat, ça mordrait bien sur l'électorat historique macroniste, par contre. Voilà. Et du coup, c'est pour ça, lui, il voudrait, comme une primaire, pourquoi pas, mais il faut que ça soit dans cet espace-là, parce que c'est bien là que je compte faire campagne. Vous voyez? Alors que la primaire de la gauche, elle aimerait agréger tout ça, là. Vraie gauche et sauce libre. Ils ne le feront pas. Voilà. Bon, après, il vaut ce qu'il vaut, mon graphique, mais comme je l'ai dessiné, c'est le running gag sur cette chaîne, comme je l'ai dessiné il y a 2 ans après les législatives, et qu'au final, je trouve que ça se vérifie plutôt assez bien et que c'est en train de se tramer, j'ai envie de vous le remontrer à tout bout de champ, quoi. Bref. Fort, le numéro 1 du PS, il est fragilisé par cette situation. Qu'est-ce qu'il doit faire maintenant? Ah putain, c'est chiant ce lecteur. Il doit tout simplement faire ce que je propose, c'est-à-dire faire débattre d'un programme, soumettre ce programme à tous ceux qui veulent. Vraie gauche sans LFI, mais j'ai pas dit ça. Vraie gauche c'est LFI quand j'ai écrit ça dans mon truc. Je devrais réajuster mon graphique. Mais le truc vraie gauche c'est LFI, quoi. Voilà, c'est gauche de rupture en vérité. J'aurais dû mettre gauche de rupture, sociolibéraux, droite et droite / macroniste et FAF/RN. Voilà. Mais il peut rester à la tête du PS. Il a été désigné, c'est pas moi qui le souhaitais. Il ne faut pas refaire un congrès. Non, on savait que vous étiez contre. Mais il a été désigné. Il ne faut pas refaire un congrès. Boris Vallaud l'avait soutenu, il est premier secrétaire. On ne va pas refaire un congrès, là, il ne s'agit plus de faire un congrès. Il s'agit de préparer un programme et d'ouvrir un processus de candidature. À un an pile de la présidentielle, ça tombe plutôt mal. C'est pour ça que quand il faut régler les problèmes, c'est au moment des congrès. C'est pas maintenant. C'est trop tard. Non, maintenant, il faut passer à autre chose. Oui. C'est fait. C'est fait, mais ça fragilise le PS, non? Non, peut-être, mais c'est plus mon problème, le PS. Mon problème, c'est la France. Oh là là, la phrase de mec en campagne. On dirait Marine Le Pen qui dit « Je ne suis ni de droite ni de gauche. Je ne suis ni de droite ni de gauche. Moi, je suis de France. » Oui, ben c'est bon. Ah, les formules creuses de politiciens en campagne, on s'en bat les couilles, quoi. Non, mais à bas les logiques d'appareil. Je suis là pour redresser la France. Oh, c'est bon. Comment il est possible, aujourd'hui, de faire une offre à gauche qui puisse être une offre victorieuse? C'est pas celle de Jean-Luc Mélenchon. On a compris, on va revenir. Nous sommes aujourd'hui le 10 mai, une date qui sonne comme un anniversaire pour les socialistes. 1981, François Mitterrand est élu président de la République. 31 ans c'est vous qui étiez élu à l'Élysée. Depuis, la gauche n'a pas retrouvé le pouvoir suprême, peut-être l'année prochaine. En terre socialiste, les roses fleurissent surtout au mois de mai. Pas étonnant alors de retrouver sur les réseaux sociaux et en autopromo François Hollande, une rose à la main. Je ne sais pas si vous avez vu cette une de Marianne. Si, je l'ai vu. Je déclare que je me prépare. Se préparer à quoi? Comment? Pourquoi? Une photo pour en rappeler une autre. Un 10 mai, sous la pluie, la bande-son des années 80, François Mitterrand, figure indépassable de la gauche. Un clin d'œil rétro aussi pour faire oublier la sortie de mandat de ce deuxième président socialiste de l'histoire empêché de se représenter. J'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle. Ah le loser! Ah le loser! C'est le seul candidat qui a fait ça. Le seul président, pardon. C'est le seul président de l'histoire de la Ve République qui était tellement impopulaire qu'il s'est dit « je me représente même pas ». Après, il y en a qui ont perdu leur deuxième présidentielle et qui n'ont pas renquillé sur un deuxième mandat, comme Nicolas Sarkozy ou Valéry Giscard d'Estaing, bien sûr. Mais qui ne vont même pas faire la présidentielle à sortie de leur premier mandat. C'est le seul qui l'a fait, tellement il était impopulaire, tellement c'est nul à chier ce qu'il a fait, tellement il a trahi le mandat imposé par ses électeurs. Ou après, il y en a qui sont morts aussi. Oui. Pompidou est mort pendant son premier mandat, certes. Derrière le masque des convenances, Emmanuel restera là, silencieux, mais inspiré. Il y aura très vite l'amertume de la trahison. Vient l'heure du macronisme qui va durer 2 quinquennats, c'est long. François Hollande se fait écrivain, conférencier, sans couper le lien avec les Français.
Mon papa est socialiste, donc pour lui faire plaisir, un petit cadeau, je vais lui faire dédicacer François Hollande. Et vient le moment où être ancien président ne suffit plus. François Hollande renoue avec le suffrage universel, mais en Corrèze. Député PS, il siège aux côtés d'Olivier Faure et de Boris Vallaud. Dans l'hémicycle, cela peut servir. C'est évident pour lui que c'est un moyen de raccrocher les wagons sur la politique et peut-être de se présenter à la présidentielle. Mais qui lucide ce Corrézien, il a raison. Hein. Il a raison. Peut rassembler cette famille éparpillée qui adore se disputer. Là, 87% des électeurs socialistes veulent la primaire. Parce qu'on va pas se raconter d'histoire. L'union, avec la primaire, elle a du plomb dans l'aile. Et même sans primaire, l'union de la gauche façon NFP semble compromise pour la présidentielle. C'était sûr. Je ne veux pas gouverner la France avec Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise. Donc c'est aussi simple que ça. Tandis que Jean-Luc Mélenchon... Il dit ça comme s'il allait gouverner la France, ce nul. Je ne vais pas gouverner la France. Il aurait dû dire ça plutôt. Hein. Son cap a l'air clair. Hein. Le cap est clair, non? Vous trouvez pas? Vous trouvez pas que son cap a l'air bien clair quand même? Mélenchon vient d'annoncer sa 4e candidature. François Hollande sonne le rappel de ses amis et anciens collaborateurs. Est-ce pour un tour de piste ou pour être sur le podium? Merci. Bon, Wilfried, bonne chance pour les prochaines. François Hollande, est-ce que le prochain président de la République peut être de gauche? Oh oui. Le prochain président de la République, il doit d'abord faire l'unité des Français. Est-ce qu'il peut être de gauche? Il peut être de gauche à la condition... L'unité de quel Français? Là, on peut avoir l'unité des Français, là. Il n'a pas remarqué que la France était extrêmement divisée. Comme dans tous les pays d'Occident. Les Français sont divisés. L'Angleterre est divisée aussi, le Royaume-Uni. Les États-Unis sont divisés. Tous les pays d'Occident sont divisés. Rassembler les Français autour de qui, de quoi? Ça veut rien dire, c'est que des phrases creuses. Et c'est là que tu vois qu'il est déjà en campagne, ce bâtard. Qu'il ne se réduise pas à sa seule famille politique. Donc pas forcément socialiste? Si, c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire qu'on peut avoir des convictions, vous connaissez les miennes, on peut avoir des fidélités, notamment au socialisme tel que je le considère. Mais pour être au second tour et pour gagner l'élection présidentielle, il faut s'élargir. Il faut parler à des électrices et à des électeurs qui ne pensent pas nécessairement comme nous. Vous visez qui quand vous pensez à qui? Je pense tout simplement aux Français, c'est-à-dire que les Français... Non mais oh, t'arrêtes la langue de bois là. Ça marche encore la langue de bois comme ça en BIC 2026? Et on n'est plus en 2012 frérot. Hein. C'est quoi ce délire là? Élargir à qui? À quoi? Élargir à ta gauche, à ta droite? En vrai, je vais traduire un peu. Il se dit François Hollande. Si le PS... Bon, il se dit, si François Hollande, typiquement, ou équivalent, est au second tour face à un Jordan Bardella, en vérité, il y a toute une bonne partie de l'électorat de gauche, y compris l'électorat Mélenchon, y compris des gens qui détestent tous ces gens-là, qui feront quand même barrage, parce qu'en face, c'est Bardella, il faut pas déconner. Il compte là-dessus, ok? Il se dit, j'ai beau être un moudus geek de merde, ces comptes gauchistes, dans tous les cas, ils feront comme en 2017 et en 2022, ils feront barrage, donc là-dessus, c'est bon, il est sécurisé, mon électorat, à ma gauche, si jamais je suis au second tour. Et vu que je suis un gros centriste mou, les centristes, ils voteront pour moi aussi. Il se dit... Si j'arrive au second tour de la présidentielle face à Bardella, je gagne face à Bardella parce que barrage républicain et moi je suis moins un repoussoir que Mélenchon. C'est ce qu'il se dit. Est-ce qu'il a raison en disant ça? Peut-être. Il a peut-être raison. Hein. Moi je pense que Hollande-Bardella, Hollande peut gagner contre Bardella. Hein. Largement. Je ne sais pas ce que c'est que je pense qu'il peut avoir le vote barrage et qu'il peut battre Bardella au second tour. Mais la question c'est, est-ce qu'on a envie d'avoir François Hollande, président de la République, quand on est de gauche dans ce pays? Et la réponse est... non. Voilà. Est-ce qu'on peut réfléchir en termes de politique? Est-ce que le but c'est de remettre un centriste à l'infini, à l'infini, à l'infini, à l'infini pour éviter Bardella à tout prix? Ou est-ce que le but c'est au moins au premier tour de voter avec un minimum de conviction? Parce que sans ça, ça veut dire que c'est la fin de la politique. C'est-à-dire qu'on ne peut plus voter, on ne peut plus avoir de conviction dans ce pays. Il faut que tout soit calculé, il faut que tout soit stratégique pour éviter le péril brun. Et pour éviter le péril brun, ça veut dire qu'en tant qu'homme de gauche, je devrais voter dès le premier tour pour cette enflure de François Hollande. Voilà. Et c'est non. C'est non. Ce chantage presque à l'antifascisme, quoi. C'est en mode genre, vous voulez être antifasciste, mais vous votez Mélenchon qui va perdre face à Bardella? Les antifascistes de pacotille, vous allez mettre Bardella au pouvoir en votant Mélenchon, faut voter pour moi direct? Va te faire foutre, François Hollande. Alors après, s'il y a un second tour Hollande Bardella, honnêtement, je sais pas ce que je ferais. J'ai vraiment pas envie de faire un vote barrage de merde. Honnêtement, mis au pied du mur, je sais pas ce que je ferais. Parce que Bardella, quand même, faut pas déconner, quoi. Mais je veux dire, dans tous les cas, au premier tour, tu peux vraiment aller te faire enculer. Voilà.
qui ont pu voter hier Emmanuel Macron, qui ont pu être déçus, des électeurs qui étaient au centre et qui voient la dérive d'une partie de ce centre à droite, voire dans une droite assez C'est plutôt rude. par là que vous vous tournez, plutôt que vers les électeurs de chez Jean-Luc Mélenchon, par exemple. Mais Jean-Luc Mélenchon, je ne sais pas ce qu'il fera, mais il a ses électeurs. Donc c'est pas là que vous irez chercher. Mais ces électeurs. Vous dites ça là, je vous connais dans le chat. Hein. Vous êtes en mode jamais de la vie je ne vote François Hollande. Il va se passer quoi? Ça n'arrivera pas. Mais imaginons qu'il y a un second tour Hollande-Bardella. Il va se passer quoi? Il va se passer que ce monsieur là, Jean-Luc Mélenchon, il va arriver, il va dire je le redis, pas une voix pour Madame Le Pen. Il va plus ou moins low-key appeler à faire barrage, mais sans le dire concrètement. Et au final, il y en a plein qui vont se dire ah ça me fait chier, mais j'y vais quand même. Donc voilà. Quand vous serez au pied du mur et qu'il y aura Monsieur Jean-Luc Mélenchon qui va vous parler, vous verrez un peu ce que vous faites. Mais pour moi, personne ne sait encore précisément ce qu'il va faire. Voilà. Après, si vous avez déjà pas fait barrage en 2022, probablement que vous le ferez pas en 2027. Si vous avez fait barrage en 2022, peut-être que vous le referez en 2027. De toute façon, ça risque pas d'arriver. On est d'accord. Peut-être vers la victoire. Si celui-ci. Toi aussi, Ribot, t'inquiète, mais moi j'ai fait barrage en 2022. Hein. De toute façon, moi, ma position sur le vote barrage, en cas de second tour. Enfin, ma position sur le vote barrage, ça dépend, tu vois. Typiquement, il y aurait Retailleau-Bardella, ça arrivera pas, hein, mais Retailleau-Bardella, jamais de la vie je fais barrage, parce qu'il n'y a aucune différence entre les deux. C'est les mêmes fascistes de merde, hein. Vous voyez? Mais sinon, en cas de centriste, on va dire, centriste versus Bardella, ma position sur le vote barrage, c'est. Il n'y a pas de bonne position. Ceux qui se disent jamais de la vie je ne ferai barrage, jamais de la vie je pourrais glisser. C'est une question de principe de se dire je ne glisserai pas un bulletin d'un centriste de merde pour faire barrage à l'extrême droite, c'est reculer pour mieux sauter. Position absolument respectable. Si c'est votre position, je suis en mode vous avez probablement raison, je vous comprends tout à fait, jamais je vous dirai que vous avez tort. Et la position de dire j'en ai marre de faire barrage en votant pour des centristes de merde, mais quand même faut pas déconner, ça reste moins pire que Bardella, ça reste moins dangereux, même si c'est peut-être reculer pour mieux sauter, c'est aussi peut-être gagner du temps pour la suite et une reconstruction de la gauche. Donc je vais faire barrage en me bouchant le nez. Position tout à fait respectable. Et je pense que vous avez peut-être aussi probablement raison. Pour moi, il y a des positions où il n'y a pas à les trancher forcément. Et le vote barrage, dans le cas où c'est un centriste versus Bardella, typiquement, versus l'extrême droite, pour moi, les deux positions sont OK. Si vous décidez de faire barrage, je comprends tout à fait. Moi, c'est ce que j'ai fait en 2022. Si vous dites hors de question que je fasse barrage, je comprends tout à fait. C'est ce que j'ai fait en 2017. Voilà. Donc pour moi, on verra. Hein. Hollande est putain de droite, pas centriste. Oui, mais quand je dis mais centriste, ça veut dire de droite. Citez-moi une personne centriste qui est de gauche. Centriste, c'est le début de la droite. Hein. Quand on dit l'extrême centre, ils sont de droite, l'extrême centre, ils sont pas de gauche. Hein. Centriste, c'est pas dire ni de gauche ni de droite. Centriste, c'est déjà dans le spectre de la droite. Voilà. Bref. Retailleau versus Bardella, ça serait pas un vote barrage, Retailleau versus Bardella, c'est les mêmes. Là, ça serait fait voter extrême droite pour faire barrage à l'extrême droite. Oui, non. Mais il y a certains trucs en vrai. Hein. Moi, mais je déteste Hollande. Hein. Je pense sincèrement qu'un quinquennat Hollande en 2027, ça serait moins dramatique pour la France qu'un quinquennat Bardella, malgré tout. Alors après, est-ce que ça serait reculé pour mieux sauter? Probablement, et ça fait chier de fou, mais comme Macron en 2022. Mais quand même, je pense que ça serait moins pire. Sur certains trucs, comme la privatisation de l'audiovisuel public, quoi, des lois racistes et anti-immigration qui feraient des morts, quoi. Hollande, il va rien faire, il va faire une politique de centre-droit de merde. Hein. Il va pas améliorer nos existences, mais... Je pense quand même, premier degré, qu'un quinquennat Hollande, ça serait moins terrible qu'un quinquennat Bardella en termes de lois scélérates et de dérives autoritaires. Voilà. Ça serait Macron bis, mais je pense que ça serait moins pire quand même. Alors après, est-ce que ça veut dire qu'il faut voter pour lui pour faire barrage? Je vous laisse décider de ça. De toute façon, je pense que ça n'arrivera pas et je pense que ce monsieur ne sera pas au second tour. Mais voilà, on peut réfléchir à ça déjà, dès maintenant quand même. Voilà. En tout cas, c'est sur ça qu'il compte. Hein. C'est pour ça qu'il dit je m'en fiche de l'électorat de la France Insoumise. Je m'en fiche de Jean-Luc Mélenchon. Il estime quand même qu'en cas de second tour, si jamais il arrive à se qualifier, il aura son vote barrage. Parce que il se dit que les électeurs, en dernière instance, même s'ils le détestent, ils détesteront encore plus Bardella. Et que si Macron a pu faire ça en 2022, Hollande le fera avec autant de facilité. Quoi. Voilà. Je pense que c'est sur ça qu'il parie. Et je pense qu'il n'a pas tort. C'est-à-dire, un candidat lui offre cette perspective de victoire. Ce n'est pas le cas de Jean-Luc Mélenchon. Il n'offre aucune perspective de victoire. Donc, voilà, mais en gros, dire ça serait en mode genre, moi, j'arriverai à rassembler un vote barrage contre Bardella au second tour, là où Mélenchon est trop clivant, il ne pourra pas avoir de vote barrage au second tour. En gros, c'est ça. Voilà. Il dit donc c'est pour ça qu'en cas de second tour, j'ai plus de chances que Mélenchon pour battre Bardella. Peut-être que c'est le cas. Ça se trouve, c'est le cas. Mais la question, encore une fois, c'est pourquoi on t'enverrait, nous autres électeurs de gauche, au second tour alors que t'es pas de gauche, quoi. Vraiment, ça va. C'est pas gratuit le vote barrage. On n'est pas ta pute. Pardon, désolé, excusez-moi. On n'est pas ton clébard, François Hollande. Donc non, les gens de gauche, ils vont probablement voter pour un candidat de gauche. Et après, bon, on verra ce qui se passe. Donc va faire campagne auprès des macronistes, peut-être.
Mais ne crois pas non plus que le vote barrage, il est gratuit, quoi. Que le candidat qui serait de la gauche vienne aller chercher ceux qui ont pu avoir cette adhésion à un moment à cette grande famille. Excusez-moi pour ce moment un peu... Et puis d'autres. La gauche tout entière, elle fait quoi? Force à tout et toutes mes TDS, bien sûr. 35% des électeurs, ça ne suffit pas pour gagner l'élection. Jean-Luc Mélenchon qui dit qu'il pense, lui, que le RN ne va pas gagner, ne sera peut-être pas au second tour. Honnêtement, dit-il, je ne le crois pas. Je ne sais même pas s'ils seront, dit-il, au deuxième tour. Je pense que nous allons les battre à plat de couture. Est-ce que vous faites la même analyse? Est-ce que c'est possible? Ce qui est vrai, c'est qu'un an avant une élection, il est assez peu probable de connaître le nom du vainqueur. Et du second tour non plus. Et donc, il est clair que personne ne peut s'assurer d'être au second tour. Mais regardons la réalité en face. L'extrême droite n'a jamais été aussi haute depuis la Ve République aujourd'hui. Donc, elle a des risques d'être au second tour. Deuxièmement, qui peut battre l'extrême droite? Pas Jean-Luc Mélenchon. À aucun moment, il est regardé pour éventuellement vaincre un candidat de droite, d'ailleurs, ou d'extrême droite. C'est le candidat qui suscite le plus de refus. À partir de là, il faut en tirer les conclusions. Lui, il ne les tire pas, mais je les tire à sa place. Qu'est-ce qu'on peut s'en dire? Il ne doit pas se... Il ne doit pas se présenter parce que c'est trop dangereux. Encore une fois, mais il veut quoi comme système Hollande? À ce moment-là, on fait du bipartisme américain à la con. Hein. À ce moment-là, c'est PS contre LR toute la vie et il n'y a pas de démocratie en fait. C'est le truc, il y a quelque chose de fondamentalement antidémocratique dans ce chantage au second tour. En se basant sur uniquement des sondages qui sont à 1 an de la présidentielle, sans prendre en compte que cette impopularité de Jean-Luc Mélenchon, elle est due à une diabolisation médiatique absolument gigantesque. Enfin, je veux dire, c'est un déni de démocratie, quoi. C'est en mode genre, non, il ne devrait même pas se présenter. Il ne devrait même pas risquer d'aller au second tour, car c'est un trop risque pour la France. Mais du coup, les gens de gauche dans ce pays, ils font quoi? Encore une fois. C'est-à-dire qu'une gauche, une vraie gauche, une gauche avec un grand G trop puissante dans ce pays, vu qu'elle serait diabolisée par les médias dominants et que peut-être elle pourrait perdre face à l'extrême droite au second tour, on ne peut pas voter pour une vraie gauche. C'est impossible. Car ça serait donner les clés à l'extrême droite. Donc ça veut dire électeurs de gauche dans ce pays, vous avez un seul choix, c'est voter pour des traîtres comme moi. Sans ça, c'est la fin. Sans ça, c'est l'extrême droite qui gagne. Il y a quelque chose de profondément antidémocratique dans cette démarche-là, quoi. Pendant les municipales, il disait l'antifascisme responsable, c'est pour LFI de se retirer. Mais oui, voilà, mais c'est une façon de dire, personne n'est légitime, c'est nous, la gauche de gouvernement, les seuls légitimes face au péril brun, et allez tous vous faire foutre, quoi. C'est un déni de démocratie, et là-dessus, c'est du macronisme. C'est du macronisme. C'est de l'extrême centre, au final. C'est l'aile gauche de l'extrême centre. L'extrême centre, c'est ce concept qu'on utilise souvent pour dire des gens qui se positionnent un peu au-delà des clivages, des gens qui se disent non, nous on est des bons gestionnaires, on est les seules personnes sérieuses. En face de nous, c'est que des populistes qui vont ruiner la France. Voilà, on est les détenteurs du savoir et de la vraie connaissance parce que nous on a fait des grosses études, mes couilles là. C'est ce qu'on appelle l'extrême centre. Ils se positionnent comme les seuls légitimes et tous les autres, c'est des populos de merde qui couleraient la France. Macron, c'est l'expression chimiquement pure de ce qu'on appelle l'extrême centre. Vous voyez ? François Hollande, là-dedans, dans son discours, dans sa rhétorique, c'est de l'extrême centre. C'est de dire, tous ceux qui ne sont pas plus ou moins dans ma sphère à moi, sont des irresponsables, sont des populistes. Et donc lui, il le fait, mais dans aile gauche de l'extrême centre. Ils sont en mode, c'est pas que je suis pas de gauche, c'est que être trop de gauche, c'est faire le jeu de l'extrême droite. Donc au final, il n'y a qu'une voie possible, et c'est celle du néolibéralisme, c'est celle du consensus centriste, c'est celle de l'extrême centre. Et du coup, vraiment, François Hollande, c'est l'aile gauche de l'extrême centre. Donc c'est un macroniste de gauche finalement. Et c'est pour ça que son électorat potentiel et l'électorat sur lequel il mise, et c'est pour ça qu'il s'en bat les couilles de la primaire, c'est que c'est un macroniste de gauche. Ce serait une candidature macroniste de gauche. Voilà. Comme dit Klimovitch, c'est moi ou le chaos. Mais oui, c'est ça, c'est vraiment ça. Et ça, c'est le principe même de ce qu'on appelle l'extrême centre, quoi. Voilà. Salut, c'est un compte de Volca, je précise, j'ai juste rename un compte. Ok, bah salut, Causer Rayonnaire, quoi. Édouard Philippe est le pire sur ça, il est insupportable. Ouais, non, mais quand je dis gauche de quoi, c'est aile gauche de l'extrême centre. Ça veut pas dire qu'il est de gauche. C'est-à-dire que c'est l'aile gauche de l'extrême centre. C'est l'aile gauche de la droite, si tu préfères. Voilà. Aile gauche du macronisme, ça veut pas dire qu'ils sont de gauche. Hein. Voilà. Il est candidat. Ah oui, parce qu'il est candidat, c'est trop tard. Qui peut être au second tour et qui peut gagner contre l'extrême droite. C'est ça l'enjeu de l'élection. On va parler avec Laurence Perron, journaliste politique à France Inter, qui est avec nous. Rebonjour Laurent. Bonjour Francis. Quand je dis les termes gauche et droite, c'est pas comme des absolus. Hein. Je peux très bien dire l'aile gauche du RN. Ça veut pas dire qu'ils sont de gauche pour autant. C'est-à-dire qu'il y a une aile droitière et une aile de gauche qui est un peu moins droitière dans les discours et dans les idées, quoi. Ce genre de choses. Vous voyez ? Quand je dis aile gauche, surtout que je dis aile gauche, hein, ça veut pas dire qu'ils sont de gauche pour autant. Voilà.
pourrait dire l'aile gauche de l'électorat macroniste, l'aile droite de l'électorat macroniste. Ça veut pas dire qu'il y en a deux qui sont profondément des hommes et des femmes de gauche et d'autres qui sont profondément des hommes et des femmes de droite, quoi. Voilà, les nazis avaient une aile gauche, il y avait une aile gauche du Parti socialiste qui a été purgée pendant la nuit des longs couteaux, etc., etc. Voilà, l'aile droite du NPA, ça disait ça à un moment. Quand il y a eu la scission NPA, il y avait un peu aile droite, aile gauche, et Olivier Besancenot et Poutou, de fait, à un moment donné, c'était l'aile droite du NPA. Mais ça veut pas dire qu'ils sont de droite, vous voyez. Voilà. C'est relatif quand on dit droite et gauche, c'est par rapport à quelque chose. Il faut un référentiel, voilà, comme en physique. Voilà. C'est pas absolu. Bonjour, Monsieur le Président. Dans un an, une page se tournera. Voilà, et vous, ça fait plusieurs fois que vous nous expliquez que, vous l'avez même fait écrire, que vous que vous vous préparez pour la présidentielle. Oui. À partir... Comment ça se passe? Attendez. Présidentielle s'annonce naze, on ne parle déjà plus de programme et de conviction, mais uniquement des personnes. C'est normal, parce qu'on est en pré-présidentielle. Il n'y a pas encore les candidats officiels. Et là, particulièrement sur cette présidentielle-là, il y a plein de présidentielles où on ne se posait pas trop cette question. Il y avait les différents partis, les partis présentaient leurs candidats. Basta, t'avais un candidat LR, un candidat PS, un candidat machin, un candidat bidule. Ok, clair, il n'y avait pas trop de soucis avec ça. Là, vu le bordel que c'est, vu le risque d'avoir un Bardella président de la République potentiellement l'année prochaine, c'est pas impossible. Et vu qu'on part de 10 ans de macronisme, non, le PS, j'ai dit. C'est un bordel sans nom. Et donc du coup, la question, là on se pose la question, on se la pose depuis des années, on va encore se la poser pendant quelques mois, des différents contours des différentes candidatures. Vous voyez ? C'était pas un bordel comme ça d'habitude. Donc avant de savoir quel candidat sera présent sur la ligne de départ, il y a tout un tas de choses qui doivent décanter, tout un tas de choses qui doivent se régler. Vous voyez, parce qu'on est en pleine restructuration de la vie politique française. Ça, c'est vu avec ces dernières législatives, la tripartition de l'Assemblée nationale, qui est un truc absolument inédit dans l'histoire de la Ve République. Ce qui fait que c'est un beau bordel et les choses sont en train de se décanter, de se restructurer petit à petit d'ici la présidentielle. Et donc au contraire, plus ça va avancer, plus ces espèces de guerres d'ego et de positionnement pour savoir quel candidat correspond à quel espace politique, etc., ça va se régler petit à petit. Et quand la campagne officielle commencera, on aura nos candidats et la question se posera beaucoup moins. Et là, on parlera probablement plus du fond et du programme. Vous voyez ? Donc là, on est pile poil dans la période qui va durer encore quelques mois, au moins jusqu'à la fin de l'année 2026, et ce sera peut-être encore un peu le cas début 2027, de décider un peu les contours des différentes candidatures. Et c'est pour ça que là, c'est très politicienne. On parle assez peu du fond et des programmes, mais par la suite, a priori, ça devrait être mieux. Et quand la campagne officielle sera commencée, là, on pourra enfin parler un peu plus de fond, parce que la popole sera un peu plus derrière nous à cet égard, quoi. Voilà. Pour vous, votre préparation à l'élection présidentielle? Quand on voit ce qu'est la situation du monde, et on l'a évoqué, la situation de l'Europe qui est aujourd'hui en risque face à ce qui se passe à ses frontières, la Russie, les États-Unis qui finalement s'éloignent, la Chine qui inonde notre continent en produits. Quand on voit la situation de la France avec une extrême droite, comme je le disais, qui n'a jamais été aussi en position de l'emporter, et un pays fracturé, divisé. Vous préparez comment, concrètement, et donc, il faut se préparer. Il faut vous préparer comment? Préparer, c'est d'abord avoir une attitude de responsabilité. C'est de se dire, le moment n'a jamais été aussi grave depuis le début de la Ve République. C'est une préparation qui n'est pas simplement pour moi-même, qui est aussi une façon de dire aux citoyens, préparez-vous, c'est un moment très important. C'est aussi une préparation qui est pour vous-même, et à votre avis, quel est le bon calendrier pour un candidat tel que vous, si vous l'étiez, pour se présenter? Je vais dire, le meilleur calendrier est d'abord de travailler sur des propositions. Elles doivent être présentées, j'entends pour ma famille politique et pour moi-même, à la rentrée du mois de septembre. D'accord, donc c'est la rentrée, le bon Ensuite, non mais genre c'est pas clair. En plus même leurs questions elles sont un peu nulles. Encore une fois, s'ils étaient un peu sérieux, mais tout ça c'est beaucoup de langue de bois, et même du côté des journalistes en fait, ils peuvent pas... Ils jouent le jeu de la télé, machin. Normalement, il faudrait arriver et dire « Bonjour, monsieur François Hollande. Bon, Glucksmann, il veut être candidat. Toi aussi, tu veux être candidat. Vous correspondez au même espace politique. Comment vous allez régler qui sera le candidat entre Glucksmann et Hollande ? Il n'y aura pas Glucksmann et Hollande, on s'en doute. Donc, c'est quoi ? Qui sera candidat ? C'est quoi le meilleur timing pour coiffer au poteau Raphaël Glucksmann et vous imposer comme étant plus bunkable que lui dans votre famille politique ? Mais non, il pose des questions floues, chiantes, quoi. C'est insupportable. Ensuite, ce projet doit être largement discuté. C'est vous qui moquez Glucksmann ou c'est l'inverse ? Vous avez dit qu'il n'y aurait débattu avec les citoyens. Vous avez dit qu'il n'y aurait pas de primaire. Donc comment on va faire pour départager ? À la fin de l'année, ceux qui se réclament de ce projet, de ces propositions, doivent avoir un système de décision. Mais c'est quoi, c'est un symposium ? Puisque vous n'êtes pas pour la primaire. Vous savez, c'est assez simple. C'est généralement... les sondages qui déterminent assez rapidement qui peut être le meilleur candidat. Ok, d'accord. Fallait dire ça direct.
Fallait dire hop. Il y aura des sondages, il y aura des ballons d'essai. Si je suis meilleur dans les sondages que Glucksmann, ça sera moi le candidat. Sans ça, c'est Glux qui va y aller. Cazeneuve, il sera nul, on n'en parle même pas. Voilà, c'est ok, d'accord. Effectivement, c'est ce qui va se passer. Il y aura pas, ils vont pas. Tous ceux qui se déclarent candidats, ils vont pas tous être candidats à la fin. Là, il y a une espèce de primaire informelle dans l'espace PS place publique, on va dire, dans l'espace social libéral dont je parle depuis tout à l'heure. Il y a une espèce de primaire informelle. Qui va y aller ? Est-ce que ça sera Jérôme Gage ? Est-ce que ça sera François Hollande ? Est-ce que ça sera Bernard Cazeneuve ? Est-ce que ça sera Raphaël Glucksmann ? Eh ben, ils vont pas faire de primaire, ils vont pas faire de désignation démocratiquement interne, mes couilles là. Ils vont faire ça au sondage. Et en fait, c'est pas nouveau ce truc-là. Ils vont faire ça au sondage. Qui parmi les 4 que je viens de donner, par exemple, sera le mieux placé dans les sondages. Et à la fin, probablement, que si c'est Hollande qui a l'air le mieux placé, c'est Hollande qui ira. Voilà. Ok. Mais c'est pas totalement con de le faire, et ça sera pas les premiers à le faire comme ça, effectivement. Parce qu'après, sur la base des sondages aussi, il y a une certaine légitimité qui fait que ça doit avoir les 500 signatures ou pas, quoi. Voilà. Jean Massier appelle ça une primaire sauvage. Ouais, bah oui, c'est un peu ça, c'est une primaire sauvage, exactement. Et donc la primaire sauvage, elle sera faite par les sondages, ça paraît évident. Effectivement. Et donc, si j'ai finalement un souvenir ou des souvenirs, c'est de vous dire... Non mais attendez. Les sondages qui donnaient Valérie Pécresse qui était à 15%, Éric Zemmour à 17%, on s'en bat les couilles de ça, c'est pas important. Là, on parle de sondages qui compareraient des gens qui sont dans le même espace politique. Je veux dire que François Hollande soit plus bankable que Glucksmann, ça changera pas la dynamique de campagne que leur famille politique aura à la fin. Vous voyez ? Et Valérie Pécresse, c'était pas une primaire sauvage, il y a eu une vraie primaire au sein des Républicains pour laquelle elle a été désignée. C'était bien après tout ce... C'était bien plus tardivement que les sondages se sont totalement foirés sur Pécresse. Vous voyez ? Là, c'est pas la même chose. Je veux dire, comparer entre des personnes qui sont dans le même parti, qui sont dans le même espace politique, lequel, de prime abord, est le plus populaire via les sondages, c'est pas totalement con, vous voyez ? Je sais pas. Imaginons qu'il y a eu toute une batterie de sondages et qui faisait plusieurs tests en mode certains avec Mélenchon, certains avec Bompard, certains avec je sais pas qui, pour voir un petit peu les résultats. Ça aurait été une information qui est peut-être pas mauvaise à prendre, parce qu'en fait on n'aurait pas comparé des choses qui sont incomparables, puis ça aurait pas, les sondages ne se seraient pas trompés sur des dynamiques de campagne, quoi. Ce que je veux dire, imaginons, là ils font toute une batterie de sondages, ils montrent que là sur les sondages à l'instant T, Hollande il est à 14% et Glucksmann il est à 12% et ce genre de trucs, et que Hollande arrive à prendre le leadership de cet espace politique, et que c'est lui qui est envoyé. Dans tous les cas, après, la dynamique de campagne que Hollande ou que Glucksmann aura, c'est indépendant de qui est sur la ligne de départ, vous voyez ? C'est pas ça qu'on regarde c'est pas ça qu'ils vont regarder en regardant les sondages, quoi. Bref, vous avez compris où je voulais en venir, quoi. Voilà. Sinon, ils ont un moyen de faire eux-mêmes un sondage, ça s'appelle une putain de primaire. Ouais, mais qu'est-ce qu'ils iraient se foutre dans une galère, faire une primaire PS alors qu'il y a une primaire à côté ? Je sais pas. On verra, hein. Et aussi, il y a la question qu'une primaire, ils peuvent pas forcément la faire, parce qu'il y a Place Publique à côté. Place Publique, c'est pas le PS. S'ils veulent faire une primaire interne PS, quid de Raphaël Glucksmann qui se prépare à la campagne ? Pour savoir qui va y aller entre Glucksmann et Hollande, ça va se faire en mode qui arrive à grailler l'autre en termes de popularité. Et ça, a priori, ça va être avec les sondages qui vont le voir, quoi. Voilà. Est-ce que les sondages vont se tromper entre la popularité de Hollande et Glucksmann ? Là, ils comparent des choses qui sont comparables pourtant, quoi. Enfin, vous voyez. C'est en décembre que les candidatures doivent être connues. C'est là où en 2016, vous avez décidé de ne pas y aller. Oui, voilà. Et c'est en janvier et février de l'année de l'élection que la cristallisation s'opère. Tout ce qui se passe avant est de l'ordre de la préparation. Ok, d'accord. Donc il est en mode, on va se bagarrer officieusement avec Glux, et on verra d'ici décembre qui a le plus de buzz. Et après, en janvier, février, on décidera de qui est le candidat. En gros, c'est ça. Hein. C'est ça qu'ils sont en train de dire. Hein. C'est vraiment ça qu'il est en train de dire. On verra d'ici la fin de l'année, c'est ce que je disais, d'ici la fin de l'année, on sera encore en pré-présidentielle. On verra d'ici la fin de l'année, on verra en janvier, etc., qui a le plus de buzz entre Glucksmann et moi. Et à la fin, on verra qui sera candidat, quoi. 3 mois de campagne sans aucun programme Paul, mais ça fait souvent ça les présidentielles. Hein. C'est juste qu'on se over-hype sur cette présidentielle depuis 2022 en réalité. Mais en vrai, décider qui est le candidat un peu au dernier moment, sachant qu'il pourrait déjà y avoir un programme avant même de savoir qui incarne ce programme, en vrai. Voilà, ça se trouve, ils vont faire une plateforme programmatique commune, PS Place Publique, pour régler un petit peu tout ce truc-là, et puis ils verront qui sera à la fin, quoi. Enfin, rappelez-vous que Macron a quand même gagné en 2017. Personne ne saurait qu'il était candidat encore à fin 2016. On commençait à comprendre qu'il serait candidat. Hein. Il a gagné, il a pas trop gagné sur la base d'un programme. C'est pas en taffant son programme et en étant ultra identifié depuis des années et dans sa ligne depuis des années que Macron en 2017 il a gagné. Hein. Je parle pas de Macron 2022 qui était une réélection, donc bon. Encore une fois, ça c'est peut-être un peu un biais insoumis qu'il y a à se dire, parce que c'est la force de la France insoumise, et je suis tout à fait d'accord avec vous, de se dire on a un programme identifié qui est clair et qui n'a pas trop bougé depuis longtemps. On a un candidat qui incarne parfaitement ce programme et qui est très très identifié aussi. Du coup, on part avec un avantage structurel dans cette campagne où ça ne sera pas du fait au dernier moment. Et je suis bien d'accord que c'est
peut-être la plus grande force de la France insoumise dans cette campagne, ou une de leurs plus grandes forces. Je suis totalement d'accord avec vous. Mais est-ce que ça veut dire pour autant que des candidats plus impréparés pourront quand même pas nous la mettre à l'envers à un moment donné? Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce que c'est une force de LFI, et c'est vraiment une force de LFI, que d'autres politiciens plus nuls, sans avoir cette force-là, pourraient pas quand même réussir à tirer leur épingle du jeu d'une manière ou d'une autre, quoi. Voilà. Je veux dire, le beau programme et la belle campagne de Mélenchon en 2017, ça n'a pas empêché Macron d'arriver et de rafler la mise parce que les médias dominants ont le suçaient pendant 6 mois et qu'il est arrivé pour disrupter. Voilà, hein, et pourtant il n'était pas dans sa lane avec une belle campagne et un beau programme depuis bien longtemps, Macron. Et pourtant, malgré ça, il a quand même gagné face à la très belle campagne de Méluche, quoi. Donc je suis d'accord que, je veux dire, ce qui fait la force de LFI, c'est pas forcément ce qui fera la force des concurrents de LFI, quoi. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Mais en tout cas, je suis bien d'accord avec vous pour dire que ça fait la force de LFI, cette histoire. On est bien d'accord. Toute leur force au centre repose sur le flou. Donc ouais, voilà, on est un peu d'accord, Charles. Pour des centristes, c'est pas si important que ça le programme, quoi. Voilà. Donc s'ils s'y prennent un peu au dernier moment, c'est des centristes de merde. Est-ce qu'ils ont vraiment besoin d'un programme si clair? Non. Ils ont besoin de dire si vous votez pas pour nous, ça sera le chaos. Hein. Voilà. Et il y aura deux personnes qui vont à peu près dire ça. Ça sera d'un côté Édouard Philippe, on va dire, et de l'autre côté Glucksmann ou Hollande, quoi. Et entre les deux, qui arrivera à s'en sortir le plus? Est-ce qu'ils vont scinder les voix centristes en deux, ou au contraire, est-ce qu'il y en a un qui va prendre le pas sur l'autre? Tout ça ne se fera pas sur la base de la crédibilité de leur programme. J'en ai bien peur, les amis. Et ça ne veut pas dire qu'ils vont pas forcément gagner. Ça se trouve, ils vont quand même performer, quoi. Vous voyez? Ce qui s'est passé autour de Boris Vallaud. On a un peu l'impression que Boris Vallaud vous a passé le ballon, comme on dit en football, vu que vous aimez le football. En tout cas, il a permis que, justement, par sa décision, nous refusions la primaire et que nous nous engagions vers ce qui est, à mon avis, la bonne procédure. D'abord les propositions et enfin est-ce que c'est un tapis rouge pour vous? C'est ça qu'elle veut dire, Laurent? Non, je ne crois pas qu'il l'ait fait dans cet esprit. Je pense qu'aujourd'hui... Vous êtes peut-être le meilleur attaquant de l'équipe PS ou de l'équipe France pour pouvoir... Nous sommes à la veille de la Coupe du Monde, mais généralement, vous avez raison. Vaut mieux être dans une équipe et pas simplement être le meilleur attaquant. Il faut quand même quelqu'un qui marque des buts à la fin, ça c'est sûr. Alors justement, certains voudraient marquer des buts comme Raphaël Glucksmann, si finalement il obtenait l'investiture du PS à la faveur d'une primaire, d'un symposium, que sais-je. Est-ce que vous pourrez, c'est pas inconditionnel, est-ce que vous pourrez le soutenir? Ah oui, moi je soutiens. Ok, bah voilà la question intéressante. Un peu, dire bon, ça sera à toi, Glucksmann, le candidat? Parce que c'est ça la question qui est en train de se poser, quoi. Donc là, leur analogie footballistique de merde, c'est en mode dans l'équipe PS Place Publique, c'est qui le meilleur buteur? C'est Hollande ou Glucksmann? C'est le meilleur buteur qui devrait aller gagner la Coupe du Monde, non? Oui, effectivement, vous pouvez le dire plus simplement, quoi. Qui aura le plus de buzz entre toi et le Glux? C'est ça sa question. Et ça, on le verra à coup de sondage, et on le verra d'ici la fin de l'année 2026, début de l'année 2027, quoi. Ah putain, cette pré-présidentielle va durer affreusement longtemps, j'en ai marre. Tout candidat qui sera justement fort des idées que nous aurons tous partagées, capable de battre la droite pour être au second tour et l'extrême droite si elle doit être au second tour. Donc si c'est Raphaël Glucksmann, c'est bien. Raphaël Glucksmann, vous soutenez alors qu'il n'est pas PS pur jus, on va dire. Mais justement, je veux plus que ce soit le PS, comme vous dites, pur jus. Il faut que ce soit un peu au-delà du PS. Merci Ken pour ton 4e mois, merci beaucoup. Celui que j'avais en direction il y a 15 ans, ou en 2012, ou même en 2017. Donc le PS s'est rétréci, donc il faut l'élargir. Et Bernard Cazeneuve, Raphaël Glucksmann, d'autres encore, moi je n'ai pas de Yannick Jadot plutôt que Marine Tondelier. Après, il y a une équipe, mais il faut choisir la personne qui peut gagner. Parce que ce qu'il faut mettre dans l'idée, c'est que, et vous l'évoquiez, est-ce que la gauche peut gagner? Aujourd'hui, non. Elle n'est pas en situation, elle n'est pas en capacité. Est-ce qu'elle peut, si elle sait s'élargir, si elle sait s'adresser aux Français... Récupérer les macronistes, peut-être. Récupérer les électeurs. Récupérer les électeurs macronistes. Attendez. C'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Il veut faire campagne dans ce bloc-là, avec les électeurs macronistes plutôt aile gauche, plutôt issus de l'électorat PS, qui reviendraient au bercail PS en votant pour François Hollande. Voilà, il le dit tel quel, effectivement. Il fera pas candidature du côté du bloc vraie gauche, que j'avais appelé comme ça à l'époque, en mode là c'est LFI, ici maintenant c'est 100% officiel. Donc du coup, oui, il aura peut-être un tout petit peu à sa gauche, on dirait jusqu'à Yannick Jadot, pas plus. Et sinon, il va falloir récupérer. Il a pas dit les macronistes tel quel, il a pas dit je vais faire campagne avec Elisabeth Borne, mais il assume le fait que il va sur sa droite, il va aller récupérer l'électorat macroniste, quoi. Effectivement. Mais parce qu'une bonne partie de l'électorat macroniste, encore maintenant, ou en tout cas qui votait pour Macron encore en 2022, était aussi un électorat issu du PS. Voilà, des gens qui ont pu voter Hollande en 2012, ils ont voté Macron en 2017. Hein. Ça, c'est clair et net. Donc ils disent, c'est bon, ils vont rentrer au bercail, je vais les récupérer. Il a choisi son espace politique, c'est bel et bien celui-là.
Et oui, merci de confirmer mes intuitions, monsieur Hollande. Encore une fois, c'est pas juste mes intuitions, on est beaucoup à dire ça depuis déjà au moins 2 ans. Hein. Voilà. Qu'elle peut donner suffisamment de crédibilité, de confiance, de cohérence et d'ouverture, je le crois. Mais vous ne fermez pas la porte. Et moi, je suis au service de mon pays. J'ai été président. Je ne suis pas du tout dans un rapport obsessionnel à l'égard du pouvoir. La preuve, c'est qu'en 2017, je ne me suis pas... Voilà, justement, donc, chaque présidentielle, il y a une surprise. Non, c'est pas une surprise. On ne fait pas dans la surprise. On fait dans la responsabilité. Vous parliez de meilleur attaquant, moi, je suis dans la responsabilité. Ouais. Et donc, vous n'excluez rien? Non, je n'exclus aucune décision, mais je ne suis pas non plus... Oui, voilà, ils essaient de tirer les verres du nez en mode « Vous serez candidat, Hollande ? Est-ce que vous serez candidat ? Est-ce que vous serez candidat ?» Il a dit « Je me prépare ». Il a dit « On verra à coup de sondage qui sera le meilleur attaquant et tout ». Il a déjà répondu 600 fois à leurs questions. Et comme des gros journalistes de plateau télé, ils sont trop envie d'avoir la phrase « Je suis candidat à la présidentielle ». Ils veulent cette phrase-là, quoi. Ils veulent cette phrase-là parce qu'ils auront ça fera le buzz. Ils ne l'auront pas. Arrêtez d'insister. Il a été clair, non ? Il a été clair. Moi, je trouve qu'il a été clair. Il a dit « Je serai candidat si j'ai plus de buzz que Glucksmann, voilà, dans le même espace politique que lui, voilà, ça me paraît clair. Passez à autre chose, posez-lui des meilleures questions, je sais pas là, vous êtes chiant. En train de gêner qui que ce soit. Moi, je trace ma route, j'essaie de donner aux Français un espoir. Non, nous ne sommes pas obligés d'avoir l'extrême droite au second tour, voire vainqueur de l'élection présidentielle. Et non, nous ne sommes pas obligés de voter, comme ça s'est passé 2 fois, 2017 et 2022, pour un candidat, en l'occurrence Emmanuel Macron, qui en faisait une politique de droite. Si vous sortiez en tête de ce processus que vous avez évoqué, vous y allez. Pour sortir en tête d'un processus, il faut vouloir. Je ne serais pas désigné sans le vouloir. Oui. Donc oui, c'est ce que je l'aurais voulu. Laurence, une dernière question ? Okay. Est-ce que vous rêvez d'affronter l'autre personne, Jean-Luc Mélenchon? Parce que mine de rien, quand vous parlez de la gauche, il y a quand même 2 gauches et on a un peu l'impression qu'elles sont irréconciliables. Est-ce que ça vous plairait d'affronter Jean-Luc Mélenchon? Faire cette confidence, Jean-Luc Mélenchon ne fait pas rêver. Si on doit avoir des rêves, vaut mieux que ce soit sans lui. Donc, attends. Il est en train de dire « Seul moi peut battre l'extrême droite au second tour ». Mais Jean-Luc Mélenchon ne fait pas rêver, il ne faut pas s'en occuper. François Hollande ne fait pas rêver, premièrement. Et donc, du coup, une victoire face à Bardella lui fait plus rêver qu'une victoire face à Jean-Luc Mélenchon. Je ne comprends pas ce qu'il est en train de dire. La vérité, on la connaît bien. On la connaît, la vérité. C'est qu'effectivement, moi, j'aimerais vraiment que ça soit François Hollande et pas Glucksmann à la présidentielle. Alors après, on s'en bat les couilles. Hein. Ça change pas grand-chose. Mais sur la symbolique, ça finirait de régler une question épineuse de la gauche française, quoi. Rappelez-vous quand même que Mélenchon est issu du Parti Socialiste. Il est parti du Parti Socialiste après avoir dit c'est pas possible de faire quoi que ce soit dans ce parti de droitard. J'y crois plus, je vais faire mon propre parti en dehors du PS, etc., etc. Là où François Hollande, dans la foulée, a été élu président de droite au sein du PS, quoi. Donc en vrai, oui, au sein du PS, il y avait la ligne de gauche qui se disait que dans le cadre de l'appareil PS, on pourrait faire avancer les choses dans ce pays. Et il y avait la ligne de droite, des gros traîtres de merde à la François Hollande qui avaient prévu de gouverner comme des droitards, quoi. Et donc cette espèce de clivage au sein du PS a abouti finalement à ce que Mélenchon se barre pour faire d'abord le Front de gauche, puis après, le parti de gauche / Front de gauche, puis après la France Insoumise. Donc là, c'est dans une élection présidentielle en 2027, un moment peut-être de vérité politique pour ce pays. On a les 4 candidats principaux qui seraient, on va dire, Jean-Luc Mélenchon, la vraie gauche, François Hollande, la fausse gauche traître, Édouard Philippe, l'extrême centre, etc., donc de droite, et Bardella, l'extrême droite, vous voyez ? Si on avait ces 4 candidats-là, politiquement, ça aurait grave du sens. Et justement, cette espèce de duel de premier tour entre François Hollande et Jean-Luc Mélenchon, ça aurait un sens de fou politiquement. Ça serait un moment de vérité, dans ce moment de vérité encore plus large que serait une présidentielle 2027 éminemment politique. Vous voyez ? Donc moi, j'aimerais un peu bien ça pour ça. Voilà. Pour que sur la symbolique, je serais genre, oh, bah voilà. Le duel tant attendu. Cette question épineuse depuis 2008. Voilà. Avec peut-être que si François Hollande en personne, dans un PS qui ferait quand même plus de 1,7%, ce qui aurait des dynamiques électorales bien différentes, et dans un post-macronisme, qui se fait quand même bien niquer par Jean-Luc Mélenchon, ça serait la concrétisation que la gauche française a évolué et que maintenant la gauche, c'est LFI qui est hégémonique et que le PS partait faire du macronisme plus loin, quoi. Voilà. En finir avec les gauches irréconciliables, non mais ça serait même plus une histoire de gauche irréconciliable parce que ça serait en mode avérer le fait que parler même de gauche irréconciliable, ça n'a pas de sens, quoi. Voilà. Moi, s'il y avait Hollande d'un côté, Mélenchon de l'autre comme candidat à la présidentielle, ça serait aussi l'occasion de montrer que la gauche a évolué et que LFI est le parti de gauche hégémonique à gauche aujourd'hui. Et donc il y a un côté où sur la symbolique, je trouverais ça plus beau
que Glucksmann. Mais bon, après, c'est mes préoccupations à moi, quoi. Mais on s'en fout un peu. C'est pas un spectacle, vous voyez, l'élection présidentielle en réalité. Mais oui, ça serait un peu la fin de cet arc gauche irréconciliable, exactement. Et ça permettrait aussi un moment de clarification, je pense. Donc moi, j'aimerais bien qu'il y ait ça. Voilà. Mais je pense que de toute manière, cette présidentielle 2027 va être éminemment politique. Et il y a un monde où c'est une restructuration majeure de notre vie politique. Voilà. On verra. Hein. Moi, je l'ignore, je le laisse faire. Il est sur une ligne qui n'est pas la mienne. Encore ses déclarations sur l'Iran aujourd'hui, sur la Russie, sur l'OTAN. Est-ce que ce serait intéressant Parce que sur la Russie, bon, à la limite, mais sur l'Iran, ils ont dit quoi, les filles, sur l'Iran? Mais, à mon avis, dans la capacité de pouvoir représenter la France. Est-ce que ce serait intéressant qu'il y ait une clarification? Mais cette clarification, elle existe, elle est là tous les jours. C'est ce qu'elle dit. Donc, c'est pas laissons Jean-Luc Mélenchon faire ce qu'il a à faire ou à ne pas faire. Mais en tout cas, ce que je considère, c'est que ça doit se faire avec la force d'une nouvelle famille politique, qui est celle autour du Parti socialiste, et de donner aux Français l'idée que nous pouvons servir le pays et éviter qu'il dérive ou vers l'extrême droite ou vers des solutions qui seraient régressives. Merci Laurence. Une dernière question. La commission d'enquête sur l'audiovisuel public, qui a beaucoup fait parler, a rendu ses conclusions cette semaine. Le rapporteur Charles Along, député UDR, allié au RN, veut revoir les modes de désignation des dirigeants du service public, Radio France, France Télévisions par exemple. Mais il y a une question qui n'est pas abordée, c'est le financement du service public de l'audiovisuel. Est-ce qu'il faut revenir à la redevance comme avant? Jusqu'à maintenant, c'est la TVA. Oui, il faut sanctuariser le financement de l'audiovisuel public. Le rapporteur en question veut diminuer d'un quart la dotation. Donc ça veut dire la diminution des programmes, des moyens d'information du service public, des chaînes. Et deuxièmement, c'est moi qui avais permis qu'on en finisse avec la nomination par le président de la République de la présidente de France Télévisions ou de tous les organes de l'audiovisuel public. Et il propose de revenir là-dessus, que ce soit le président qui nomme. Vous imaginez ce que ça veut dire dans le contexte que nous connaissons avec tu as raison, vous voyez, là-dessus, typiquement, ce genre de sujet-là, très très précisément, je pense qu'entre un Hollande et un Bardella, il y a quand même un monde. Hein. Il y a quand même un monde de fous. Et sur le truc de l'audiovisuel public et tous ces trucs-là, genre Hollande est quand même bien mieux qu'un Bardella, quoi. C'est pour ça qu'il y a des trucs où je dis, il y a quand même certains sujets où entre Hollande et Bardella, Hollande est quand même moins terrible, faut pas déconner, quoi. Mais c'est des sujets comme l'audiovisuel public, quoi. Dans tous les cas, encore une fois, Hollande, ça reste la gauche de droite et ça dégage très très fort. Le programme économique qu'il nous réserverait, il serait absolument dramatique, quoi. Mais bon. Oui, donc oui. Là, quand on voit le niveau, en fait, quand on voit le niveau dans ce pays et que l'extrême droite est en train de tout rafler sur son passage et de devenir totalement, pas hégémonique, mais genre les discours d'extrême droite, ils ruissellent dans toute la société, c'est horrible. C'est horrible. Bah oui, Hollande, quand il parle de l'audiovisuel public, là, comme ça, on est en mode genre, oui, bon, ok, très bien, oui, je suis plutôt d'accord avec lui là-dessus, oui. Le pouvoir de faire nommer par le président de la République les présidents de l'audiovisuel public. Merci François Hollande d'avoir accepté notre invitation dans Dimanche en public. Tout de suite, l'actualité dans votre région. Ici 12-13 à la Dijon. Oui, c'est bon, on s'en bat les couilles. Bon. Ouais, il casse les couilles, Hollande. Hein. Ah, puis cette interview, elle était un peu pénible. Hein. Elle était un peu pénible pour une simple et bonne raison, c'est que ça tournait autour du pot. Ça tourne autour du pot, mais quand même, je trouve que par moments, il a été un peu clair, quoi. Ouais, c'est plus l'interview qui était mauvaise. Bon, après, c'était François Hollande en face, donc c'était pas très agréable dans tous les cas, quoi. Mais il y a eu 2-3 trucs où il était un petit peu clair, quoi. À dire, la primaire, c'est de la merde, ça n'arriverait pas. Le coup de Boris Vallaud qui se bat à la direction du PS, c'est bel et bien Olivier Faure qui prend cher et du coup son projet de primaire pour le PS n'arrivera pas. Nous, il y aura une candidature. Est-ce que c'est Glucksmann ou moi qui la gagnera? On verra qui a le plus de buzz dans les sondages d'ici décembre, janvier, et puis on verra d'ici là, quoi. Voilà. Donc bon, il y a quand même un peu d'infos à prendre là-dedans, je dirais. Voilà, c'était pas inintéressant. Voilà. Merci, c'est pas moi. Merci, c'est pas moi pour ton 14e mois d'abonnement. Let's go. Deep que la seule question programmatique, c'est sur le cul des journalistes de merde qui font jamais son putain de bilan sur la destruction des médias. C'est vrai, tiens. C'est vrai. La seule question programmatique, c'était sur l'audiovisuel public et on est sur France Info de l'audiovisuel public. Donc il y a peut-être un biais là-dessus. J'avais même pas pensé à ça. Genre. Il a pas attaqué la droite, si? Non, il a dit, c'est un moment. Il a dit l'extrême droite, c'est pas bien. Il faut voter pour moi contre l'extrême droite, quoi. Mélenchon perdrait contre l'extrême droite, mais bon. Non. Après, les questions étaient beaucoup sur la gauche, quel contour pour une candidature Hollande ou Glucksmann à gauche, la primaire par rapport à Boris Vallaud qui s'est barré du PS, enfin de la direction du PS. Donc l'interview était cadrée pas trop sur la droite de manière générale, pas trop sur le programme non plus, quoi. C'était beaucoup de popole de gauche, on va dire, mais moi c'est pour ça que je voulais regarder l'interview personnellement. Donc ça me va. C'est juste que ça restait pénible à voir. Je ne sais pas ce que c'est que le super profit.
Sachant que j'ai enlevé le début où ça parlait un peu plus de fond, ça parlait du détroit d'Ormuz, d'international, de machin bidule. Mais nous, on était là pour la popole aujourd'hui. Voilà. Merci Kitsoni pour le Prime. Merci beaucoup. Va falloir attendre la fin de l'été que tout le monde fasse leur bise. C'est aussi des interviews très condensées, c'est jamais incroyable. Ils répondent quasiment à la va-vite. De toute façon, est-ce qu'on veut une interview incroyable de François Hollande? Est-ce que c'est seulement possible? Est-ce que c'est seulement souhaitable? Moi, je voulais pas une interview incroyable de François Hollande. Hein. Je voulais voir un petit peu ce qu'il avait à dire, justement, sur ce qui se trame à gauche, quoi. Voilà, pour avoir un peu sa vision. Et sa vision, c'est en mode... seule la gauche de droite a le droit de gouverner dans ce pays, les autres, c'est des irresponsables. Votez pour moi ou peut-être le camarade du Luxman, mais votez pas pour quelqu'un vraiment de gauche. Hein. Ça craint quand même. Hein. Ils vont perdre face à l'extrême droite. Bref, en tout cas, voilà, si vous regardez ça sur YouTube, la team YouTube, n'hésitez pas à booster la vidéo, c'est ça qu'on a dit dans l'intro, le boost. Donc, faut être sur tablette ou sur téléphone, sans ça marche pas. Faut d'abord liker la vidéo et après, on propose de booster. Boostez-la, cette vidéo-là, pour bien qu'on dise du mal de François Hollande, là, et lui faire perdre la présidentielle. Hein. Voilà. Et abonnez-vous, likez, partagez, tout ça.